Pour soutenir l'émission Témoignages, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux. Pour retrouver le replay de toutes nos interviews, nous proposer vos sujets et vos questions, rendez-vous sur le site www.itv.nc. Régis Pradal, bonjour. Bonjour. Régis, tu as 37 ans, tu as grandi en Nouvelle-Calédonie, que tu as quitté pour tes études, mais tu t'y rends régulièrement pour le travail, la famille et les amis. Tu es ce qu'on appelle un entrepreneur du changement, un entrepreneur à impact, on verra plus tard ce que ça signifie. Tu es aussi formateur en intelligence relationnelle et tu te formes en communication non violente. Mhm. Tu as étudié l'économie et la gestion à la London School of Economics et à l'Université de Chicago, les sciences politiques au Collège d'Europe et tu détiens un diplôme universitaire de leadership, médiation et neurosciences de l'Université de Strasbourg. Dans ton parcours, tu as travaillé pour le lauréat du prix Nobel de la paix Mouabad Younous, ainsi qu'au Parlement européen avec le premier député européen kanak Maurice Ponga. Tu cofondes en 2013 Trust Jobs, une entreprise sociale dédiée à l'emploi des jeunes. En 2019, tu cofondes le collectif Panache pour accompagner la création de nouveaux récits positifs. En 2020, tu co-crées l'application Graal pour démocratiser l'accès à la culture et géoguider des personnes en situation de handicap. Et plus récemment, en 2024, tu cofondes l'association Appel Pacifique pour la paix, le dialogue et le vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie, donc au lendemain des événements de mai dernier. En résumé, et là je ne fais que résumer ta carrière et tes diplômes, tu réunis compétences et expertise pour proposer des méthodes de reconstruction pour l'avenir. Et c'est bien le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Mais on va déjà commencer par le début, si tu le permets, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur comment je t'ai présenté. Ouais, excuse-moi. En fait, Vas-y. c'est un petit détail, c'est DU de comment dire, leadership, méditation et neurosciences. Ah ouais, mais méditation, c'est quoi en fait le leadership, méditation? En fait, c'est la chose, enfin, c'est la prise de conscience justement que pour être un leader, il faut être un leader conscient et responsable Ah oui, dans ses décisions, dans ses actions, dans l'impact de ses actions et de ses décisions. Et donc le fait de méditer, c'est pas du tout quelque chose de religieux, en fait, c'est la capacité à prendre conscience pleinement de la portée de ses actions et d'où ça part en nous. Quand on prend une décision, est-ce que ça part d'un endroit en fait de stress, par exemple, de peur, ou est-ce que ça part d'un endroit plutôt de créativité, d'amour, de faire ensemble? C'est pas du tout les mêmes décisions. et ça c'est important quand on est un leader de faire ça? C'est essentiel. C'est essentiel parce que quand on est un leader, finalement, on a un mandat de par la collectivité qui nous a permis d'être leader. En fait, on est au service. Le leader, il est au service finalement de cette communauté et de cette organisation qu'il porte. Et donc, en gros, surtout quand c'est des sujets qui sont complexes, qui sont compliqués, qui sont humains, en lien avec la planète, avec toutes les crises qu'on a en ce moment, il faut pouvoir en fait prendre du recul, respirer, se connecter à de la sagesse. On est beaucoup dans de l'action constamment, où on reproduit les mêmes choses et du coup les mêmes erreurs. Alors que quand on peut se prendre du recul, finalement on se met dans un espace où on voit les choses beaucoup plus clairement, avec de la lucidité et de la créativité. C'est là où on est inspiré. Si on est toujours stressé dans l'action, en fait, on continue la petite roue du hamster et on reproduit les mêmes erreurs. D'accord. Ah bon, on va en parler effectivement parce qu'il y a peut-être quelques-uns de nos leaders que ça pourrait intéresser. On va commencer par le début. Tu étais où le 13 mai 2024? Comment tu l'as vécu dans les premiers jours et même dès les premières heures? J'ai l'impression que c'était hier et en même temps des années. Alors le 13 mai, moi j'étais à Lyon. J'étais à Lyon. Et j'étais sous le choc en fait, sidéré. Et j'étais au pays en mars et en avril pour travailler sur des projets de réconciliation, des projets autour du pardon et aussi des projets autour de l'entrepreneuriat social et solidaire. Et quand je suis parti en métropole, du coup, je suis parti avec une angoisse. Je suis parti avec l'angoisse que là, potentiellement, ça allait exploser, quoi. Même si on avait prévenu tout le monde, que tout le monde le disait, hein, de tous bords, ça a risqué d'arriver. Et du coup, je suis tombé malade pendant plusieurs semaines et on ne savait pas ce que j'avais. J'ai fait tous les tests que je pouvais
Et en fait, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui m'a dit vous n'êtes pas un peu angoissé en fait? Je dis ah mais oui, c'est ça. Et quand le 13 mai est arrivé, j'étais et sidéré et choqué. Et en même temps, c'était ce que j'avais perçu d'une certaine manière. Du coup, la première chose que j'ai fait, je suis allé sur les réseaux, contacter mes amis. Et je voyais énormément de photos, de vidéos, les feux, la casse, les pillages, les détonations, les cris. Enfin, le chaos, quoi. Le chaos le plus total. Et je ne reconnaissais plus les endroits où j'avais grandi, où je me suis dit ah, mais là, c'est la destruction, quoi. Mes amis m'ont envoyé des photos avec des blessés, avec des gens encagoulés, tout le monde était barricadé. Et voilà, j'ai pas pu dormir, j'étais constamment en lien avec eux, essayer de comprendre le déroulement des événements, à quel point c'était grave. Et oui, c'est dramatique ce qui s'est passé. Et en même temps, je savais qu'il y avait un truc historique, un point de bascule qu'on était en train de vivre pour la suite. Et donc voilà, un mélange de peur, de rage, aussi de colère. Quel gâchis de colère. Et c'est pas possible en fait, c'est d'impuissance. De ne pas pouvoir faire grand-chose, surtout de là où j'étais, et puis même si j'avais été sur place. Mon premier réflexe a été de voir si je pouvais, après avoir appelé mes amis, c'est savoir si je pouvais prendre un avion mais pour venir aider. Puis ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? On est tous barricadés en train d'essayer de protéger nos vies, protéger nos maisons, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y en a d'autres qui me disaient qu'ils n'avaient pas le choix que d'aller sur les barricades pour se faire entendre, pour faire entendre leur lutte aussi. Et donc, du coup, j'ai médité. Dans l'impuissance, j'ai pris ce recul en fait. Une fois que je ne pouvais plus rien faire, une fois que j'ai accepté la situation, j'ai respiré. Et puis j'ai vu les choses comme elles étaient, telles qu'elles étaient, pas comme telles que je voulais qu'elles soient. Et quand on commence à prendre la mesure des choses comme elles sont, c'est là où petit à petit on peut accepter la situation et petit à petit commencer à contribuer à la changer, quoi. Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour essayer d'aider? Après avoir appelé les proches, en fait j'ai fait deux choses. Là, je me suis reconnecté à la poignée de main, à la symbolique de ce moment exceptionnel dans l'histoire du pays. J'avais passé beaucoup de temps là, à côté de la statue, la place de la Paix. Et je me suis dit qu'on avait perdu cet esprit, en fait. Pourtant, moi j'ai grandi dans 40 ans de paix, quoi. Donc on est les héritiers, en fait, de ces accords, de cet esprit. Mais on a perdu l'esprit des accords et du coup l'accord des esprits aussi. Et du coup j'ai appelé tous ceux qui voulaient qu'on essaie de dire que nous on était pour le vivre ensemble, pour la paix, que bien sûr les revendications, les luttes sont légitimes, mais que pour nous c'est pas possible que ça soit fait dans la violence et que la solution elle viendra du fait qu'on se parle, comme on a toujours fait. Il y a une méthode qui fonctionne quand on s'écoute pour de vrai, quand on se met autour de la table et qu'on parle. Et du coup, on a coécrit un texte, vraiment plusieurs personnes, des amis de plusieurs communautés, de toutes les communautés du pays, qu'on a appelé Appel Pacifique. Et où du coup, on demandait le dépôt des armes et le fait de pouvoir se parler, quoi. C'était une pétition en ligne, c'est ça? Ouais, c'est ça. On mettra le lien dans la description parce qu'elle est toujours en ligne. Elle a dépassé les 2000 signatures, c'est ça? Ouais, je crois qu'on était à 2770 il y a quelques mois déjà. Et ça t'a paru bien ou ça t'a paru peu? En fait, j'avais vu tellement de déchaînements de haine de tous bords sur les réseaux que pour moi, en fait, il fallait montrer qu'il y a une immense majorité de personnes du pays, de toutes les communautés qui sont pour le vivre ensemble et faire autrement. Et qui savent, enfin, qui ont conscience qu'en gros, on peut arriver à atteindre un nouvel équilibre politique par le dialogue.
Je l'ai sous les yeux, la pétition, enfin le texte, pardon, de l'appel pacifique. Je t'en lis quelques extraits parce que c'est vrai que c'est un joli texte. Nous, femmes et hommes, riches de nos couleurs, origines et cultures, notre cœur saigne car nous pleurons les morts, les blessés, le feu et tout ce qu'il a emporté. Nous n'avons pas oublié la poignée de main scellée, l'esprit de la paix et de la parole donnée, à notre tour de reconnaître et respecter nos identités, de construire sur les progrès passés. Des leaders ont failli, mais nous refusons ce gâchis. Qu'on l'appelle Kanaki ou Nouvelle-Calédonie, cette terre nous a réunis en Océanie, elle nous a vus naître ou nous a accueillis, à nous d'y construire un avenir pacifique. Prenons soin de notre présent pour agir sur l'avenir de nos enfants, retrouvons la mémoire de nos anciens, l'esprit des accords et l'accord des esprits. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver l'esprit des accords et l'accord des esprits après tout ce qui s'est passé? Parce que réapprendre à se parler et être capable de se reparler, c'est quand même c'est un sacré challenge là quand même. Ah ouais, carrément. Parce que là, tu sais, dernièrement, on a reçu Clara Philippi. On a demandé, donc, qui travaille sur la mémoire et la réconciliation, qui avait vachement avancé par rapport aux années 80, hein, et bon, qui là se retrouve avec dans son travail ces nouveaux événements à traiter, etc. Et on avait appelé nos abonnés à poser des questions. Ça n'a pas loupé, on n'a eu que des commentaires qui disaient ni oubli ni pardon. Donc, parce qu'il y en a qui ont tout perdu, il y en a il y a beaucoup de gens qui sont juste en colère parce qu'il faut dire ce qu'il y a, les gars en face, ils ont tout pété, quoi. Il y a tout qui est cramé là. Et avec l'impact que ça a sur les enfants, enfin bref, c'est un traumatisme qui a été vécu par tout le monde et pas un petit. Donc, c'est quoi la méthode? Comment est-ce qu'on fait pour se reparler à nouveau? Vraiment, quoi. Et s'écouter. Déjà, c'est vrai que c'est difficile. Pour tout le monde, c'est extrêmement difficile ce qui s'est passé. Et le simple fait que déjà de le reconnaître. Pas tout de suite essayer de résoudre, pas tout de suite essayer de reconstruire. La reconstruction, elle sera possible parce qu'on se réconcilie d'abord. Et du coup, le deuxième truc que j'ai fait après le texte, c'est que j'ai appelé des amis. Quand je les ai appelés, en fait, moi je pensais qu'on allait tout de suite trouver des solutions. Et en gros, ils étaient dans la souffrance. Ils étaient dans une immense souffrance, une énorme vulnérabilité. Et ils étaient désespérés d'une certaine manière. Et quand on a commencé à parler, j'ai changé de posture. Du coup, je me suis mis en posture d'empathie et d'écoute non jugeante. Et c'est ça la première chose à faire. En fait, quand on dit qu'on s'écoute, on ne s'écoute pas vraiment. Si en t'écoutant, je suis en train de te juger, je suis en train d'analyser, je ne suis pas en train d'écouter l'humain qui est devant moi, son cœur qui bat, ses émotions, ses besoins. Je suis en train en fait de construire un jugement, une analyse. Mais quand j'écoute la personne devant moi dans ce qu'elle vit, dans son humanité, alors là, il y a quelque chose qui se pose. Il y a quelque chose qui lâche prise. Et du coup, c'est ce que j'ai fait pendant 2 heures. J'ai été en présence avec compassion et je les ai écoutés. Me parler de leurs espoirs perdus, de leur désespoir, de leur souffrance, de leur peine. Et il y a une magie comme ça qui se passe quand on respecte l'autre dans ce qu'il vit, quand on le reconnaît, quand on lui donne toute la place et qu'on l'aide juste à discerner si je ressens de la colère. Très souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté, qui était très précieux pour moi. Ça peut être mon territoire physique, ma maison, mon corps, ça peut être mon territoire symbolique, mes valeurs, mon identité, ma culture. Quand on est triste, c'est souvent parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on a perdu et on a besoin de faire le deuil. Et si on ne fait pas ce deuil, on va garder une forme d'intensité et de violence en nous. On a besoin d'accepter que quelque chose n'est plus. Et quand on a peur, c'est qu'en fait, on a besoin de se sentir en sécurité, de se protéger. Et donc, ces émotions-là, quand elles sont désagréables, elles nous renseignent sur des besoins qui sont fondamentaux pour nous et des besoins qui sont premiers, en fait, avant de pouvoir construire ou retrouver l'autre. Donc, on a besoin de se connaître soi. C'est vraiment un travail de connaissance de soi que permet l'écoute. Et c'est là où on retisse le lien. Parce qu'une fois qu'on a compris « Ah oui, c'est pour ça que je ressens autant de choses », eh ben, on n'est plus dans la violence pour répondre à ses besoins. On est dans « Ok, en fait, j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin d'appartenance, de sentir que j'ai ma place ici. J'ai besoin de reconnaissance, de me sentir digne d'être là. Et ok, bah, du coup, comment je fais ça avec l'autre? Et j'écoute ses propres besoins à lui aussi. Et ensemble, on fait. Et ce qui est vraiment magnifique à chaque fois, c'est qu'au bout de 2 heures, avec cette empathie-là, eux avaient récupéré une énorme énergie en fait, d'action. Et on a lancé des cercles de parole et d'écoute
en ligne. Il y a eu plus de 100 personnes qui sont venues, beaucoup de professeurs en fait aussi qui devaient faire la rentrée scolaire avec le vivre ensemble dans la classe, où tu allais avoir des gens qui ont été sur les barricades des deux côtés, des gens qui se sont sentis victimes, des gens qui ont été considérés agresseurs, et puis en fait, si tu demandes à la personne, elle va te dire qu'elle est elle victime et agresseur, puis l'autre ainsi de suite. En fait, on se pointe du doigt comme ça. Et comment on fait ? Ces professeurs-là, ils n'avaient pas de méthodologie. On ne leur a pas donné, on ne leur a pas transmis. Et donc, en fait, on a fait ces formations bénévolement en ligne comme ça pour tous ceux qui voulaient venir, pour leur permettre de eux-mêmes tenir ces cercles. Et c'est ça que je pense qu'on a besoin de faire au niveau du pays, en fait, tout entier, dans tous les espaces où on peut être, pas juste au niveau politique. Alors, il faut le faire aussi au niveau politique. Ce qui moi, me frappe, c'est que dans le monde entier, tous les accords de paix qu'il y a pu avoir, même s'il y a eu des luttes des fois qui étaient violentes, après elles ont été non violentes. On parle de gens comme Gandhi, comme Nelson Mandela, comme Martin Luther King, qui sont battus pour leurs droits, mais de manière en même temps qu'ils se battaient, ils tendaient la main, et de manière non violente. En fait, ils n'étaient pas contre l'autre, ils étaient pour quelque chose qui rassemblait tout le monde. Et le vrai problème, c'est qu'actuellement, souvent au niveau politique d'ailleurs, en fait, on oppose les gens. Il y a un camp, de manière binaire, on les oppose contre un autre. Ça veut dire qu'il y en a un qui gagne, ça veut dire que l'autre perd. Oui. Et aujourd'hui, on est tous perdants. Donc l'idée, c'est avec la médiation ou avec d'autres méthodes de négociation ou de communication non violente, c'est qu'on peut être tous gagnants, en fait. C'est ça l'idée. Et donc, en négociation, ce qu'on va faire, ou en médiation, c'est au lieu d'avoir l'un en face de l'autre qui est opposé, en fait, on va se mettre chacun côte à côte. Et on est côte à côte et on regarde vers l'avenir et vers ce qu'on veut construire ensemble. Voilà, on est ensemble, on regarde le problème et ensemble, on va trouver la solution. On la co-construit ensemble. Et du coup, on n'est plus opposés. On fait ensemble, pour, pas contre. Et c'est ça qu'on peut, en fait, designer et proposer au pays. Récemment, par chance, mais bon, j'allais dire par hasard, mais je crois qu'il n'y a pas de hasard, j'ai rencontré le traducteur du livre sur le pardon de Desmond Tutu. Desmond Tutu, il a écrit ce livre à la suite de l'apartheid en Afrique du Sud. Ils ont créé avec Nelson Mandela cette commission exceptionnelle qui s'appelle la commission Vérité et Réconciliation et qui pendant 4 ans a retissé les liens qui avaient été totalement détruits. Avec un S à vérité ou pas de S? Parce que c'est une grande question qu'on se pose en ce moment-là. Non, de ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de S, parce que c'est en anglais, c'est truth. Il n'y a pas de S. Okay. Même si, en fait, c'est une vérité avec chacun. Chacun son bout. Ce sont des vérités qui en forment une. Je crois. D'accord, très bien. Si moi tu as coupé, donc regarde vérité et réconciliation. Ouais. Et cette commission vérité et réconciliation, elle a été fondamentale, absolument fondamentale pour retisser des liens et rebâtir un socle commun. Et c'est ce que je crois en fait qu'on doit faire aujourd'hui au pays. Moi, ce que j'aimerais, mon rêve, c'est ça. C'est une commission spéciale réconciliation et reconstruction en Nouvelle-Calédonie, où en fait, on ne va pas rester juste au niveau politique. On va créer des espaces partout, dans tout le pays, sur le plan associatif, dans les entreprises, sur le plan public. Ça sera itinérant dans le nord, dans les îles, partout sur la Grande Terre, et avec toutes les communautés, avec un conseil, pas que des sages, mais un conseil de la jeunesse et des sages, et puis des experts qui vont être là pour faciliter, avoir ce rôle de médiateur. Si on fait ça de cette manière-là, on va pouvoir apaiser nos souffrances, apaiser nos blessures, et surtout connecter à la deuxième partie, qui est la reconstruction avec créativité, avec inspiration, avec des nouveaux modèles. C'est en ça que je crois. C'est beau. Non, si, c'est beau. Cyrano disait, c'est encore plus beau lorsque c'est inutile. Non, je plaisante. Mais parce que c'est sympa ça, mais du coup, à 1 an et demi, à 1 an et 3 mois, des prochaines provinciales dont le coup d'envoi a déjà été donné et semble-t-il que parti comme ça ne va pas être triste. Comment est-ce qu'une méthode comme ça comment est-ce qu'on peut vraiment croire qu'une méthode comme ça puisse se mettre en place de façon sereine, vu qu'on vit dans un monde en Nouvelle-Calédonie où justement les camps politiques sont extrêmement polarisés, au moins autant qu'aujourd'hui l'est la population. En tout cas, c'est l'impression que ça donne et on a l'impression que la politique de la division vit ses plus belles heures actuellement. On a plutôt le sentiment aujourd'hui que beaucoup de gens attendent de la part de leurs politiques respectifs de bien aller damer la tête à l'autre pendant un débat ou un truc comme ça.
que de faire ce que tu dis, être intelligent à plusieurs et reconstruire ensemble et dans la confiance, quoi. C'est pas un peu mission impossible après tout ce qui s'est passé et vu le contexte politique dans lequel on vit avec les échéances à venir? Je dis pas que ça va être facile, mais par contre, moi, je crois dans le peuple calédonien. Moi, je crois profondément dans cette mosaïque océanienne qu'on a. Je crois dans ce peuple-là parce qu'il y a une richesse exceptionnelle. Il y a une richesse, il y a des envies, il y a de l'énergie, il y a de la créativité, mais il faut l'espace pour. Il faut créer l'espace pour. Et tu disais, tu vois, ils attendent des leaders politiques. Mais justement, je pense qu'ils ne sont plus dans l'attente maintenant. Malheureusement, ils nous l'ont montré aussi de plein de manières différentes. C'est pas faux. En fait, cette énergie qui s'est exprimée par la violence, il faut la canaliser autrement. Il faut que ça soit de la création qui contribue positivement. Et du coup, si on crée l'espace, moi je suis persuadé, il y a déjà beaucoup d'associations. Je suis en lien avec plein d'associations qui sont en train de faire ça de manière incroyable sur le terrain. Moi je suis touché par la solidarité qui est en train de se faire à travers toutes les communautés. En fait, on refait du nous en ce moment. On refait du nous, mais il n'y a pas les ressources, il n'y a pas les espaces, il n'y a pas le soutien institutionnel et public. On a besoin de ça, que ça soit aussi amplifié par le travail par exemple, que tu fais toi avec les médias. Et que ce nous-là, en fait, si on conscientise qu'il nous faut du temps pour le faire, et qu'avec ces espaces-là, on va permettre au peuple de directement contribuer aux nouveaux accords. C'est-à-dire qu'avec ces espaces-là, la population elle-même, et ça serait une première dans l'histoire du pays, au lieu que ce soit juste quelques hommes politiques qui décident, hommes et femmes politiques qui décident des accords, ça soit la population qui fasse des propositions qui émergent du terrain. Là, on aurait de la démocratie participative. Là, on s'assurerait de l'adhésion du peuple. Et là, nos élus, il y aurait un lien davantage plus fort avec le terrain également. Et donc, l'écoute dont je te parlais tout à l'heure, il faut la faire avec chacun, écouter les besoins mutuels des uns et des autres, et c'est à partir des besoins mutuels et des propositions des uns et des autres qu'on va construire quelque chose de totalement nouveau. Et quand on pense finalement à Matignon, aux accords de Matignon ou de Nouméa, c'était très difficile pour eux aussi. Mais il y a eu l'espace, il y a eu la méthode, il y avait les médiateurs. Et ils ont travaillé dans le respect mutuel des besoins. Et on a trouvé quelque chose, on a trouvé un point d'accord. Là, c'est juste qu'on a oublié qu'il fallait continuer ce processus. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'il faut s'arrêter, quoi. Il faut continuellement le faire. Et moi, ce que je propose, c'est de créer un espace qui soit d'ailleurs permanent et qui nourrisse en fait le travail politique. Donc après les accords de Matignon, d'Inno, l'accord de Nouméa, en 2024, ce qu'il s'agirait de faire, c'est les accords du peuple calédonien, si je le résume très... Absolument. Et je peux dire très facilement qu'en fait, ça existe déjà, cette méthodologie-là. C'est des choses qui sont éprouvées. Par exemple, les assemblées citoyennes. Mais c'est des méthodologies d'intelligence collective. En fait, on va mettre des citoyens qui se proposent de contribuer. Ça marche, ça? Ça marche très très bien. Il y en a aujourd'hui pour le climat. En fait, ce sont des propositions qui sont souvent novatrices, différentes de ce qu'on entend d'habitude, parce que l'intention, c'est de donner la voix au peuple déjà, mais pour créer quelque chose qui rassemble et qui est novateur. Alors que les hommes politiques, d'habitude, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils n'ont pas le temps de penser. Ils doivent gérer tellement de choses à la fois. Alors que là, c'est dédié. C'est une méthodologie qui est dédiée à ça. Et donc, oui, la plupart aujourd'hui, je dirais de l'innovation, elle vient d'une innovation avec du collectif, une intelligence collective, c'est vraiment ça, et de la méthodologie qui est dédiée à ça, en fait. Et d'un point de vue organisationnel, ça pourrait se mettre en place comment au niveau du gouvernement, des provinces, des communes, du congrès à chaque étage finalement de l'institutionnel, il faudrait que ça partirait d'où et quelle serait la méthode à échelle pays? Parce que je comprends l'intérêt de l'idée, mais déjà, c'est énorme comme travail, et en même temps, on comprend que ça puisse le légitimer à mort. Et c'est vrai que là, après une trentaine d'interviews, on a bien l'impression qu'on trouve parfois plus de sagesse et de propositions auprès des citoyens et de la société civile que, comme tu dis, auprès des politiques qui font aussi ce qu'ils peuvent, mais qui moulinent à fond. Donc déjà, c'est énorme comme travail, mais surtout, il y a une grosse urgence, parce que la grande différence qu'il y a avec les années 80, là, c'est que tout a été détruit, qu'il faut reconstruire d'une part très vite et en beaucoup mieux. Mais dans l'urgence, parce que les gens ne peuvent pas attendre sagement, patiemment, un mois après mois, que l'État veuille bien injecter un peu de sous, alors qu'il n'y a toujours pas de projet. C'est ce que Thibault Bizien a très bien dénoncé, je trouve, dans son interview. C'est mais on ne sait pas où on va. Personne n'a de projet. Et on s'est planté aussi à cause de ça.
Ouais. C'est une longue digression, excuse-moi, mais du coup, comment on fait quoi, en termes de méthode, de vitesse, d'institution, comment tout ça se met en place là, demain quoi? Ouais. Déjà, en fait, le but, c'est de réfléchir ensemble. Tu vois, là, on réfléchit à deux. Tu as toute ta réflexion avec toutes les interviews qu'il y a eu. Moi, j'ai ma réflexion avec les autres. Mais plus on est et plus on a de la méthodologie pour réfléchir ensemble, hein, parce que sinon, ça peut être le chaos aussi, le collectif. Hein. Mais quand on a de la méthodologie, plus on a d'idées. Et plus on a de l'adhésion. Plus les uns et les autres se sentent inclus et responsabilisés. Et donc, moins on a de division. C'est aussi ça, l'intelligence collective. C'est on fait ensemble. D'accord ? Donc, en fait, en faisant ça, tu te soignes. En disant à chacun, on va chacun être écouté, on va chacun pouvoir contribuer, on est en train de soigner le lien, on est en train de réinclure des gens, on est en train de les reconsidérer, en train de chacun se reconnaître. D'accord ? Par contre, il faut que ça soit réel. Hein. Il faut que les propositions soient réellement proposées derrière, sinon ça ne tient pas. Et donc, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a l'urgence immédiate, il y a des gens qui vont manquer pour manger, là. Il y a des gens qui n'ont plus d'endroit pour dormir, il y a des gens qui n'ont plus d'argent. Donc là, il y a une urgence qui est immédiate, il faut les aider tout de suite. Il faut qu'il y ait une solidarité vraiment du peuple pour ça. Mais après, il ne faut pas reconstruire n'importe comment. Si on reconstruit sur des braises, ça va de nouveau partir en fumée. En fait, une fois que les braises elles sont éteintes, et c'est là où il y a d'abord un travail de réconciliation à faire, de mon point de vue, on peut le faire en parallèle. Hein. Il y a des gens qui sont prêts déjà à travailler à des propositions, puis il y a d'autres qui sont blessés, qui ont besoin d'écoute, de soins, de thérapie, de médiation. Et donc, une fois que les braises sont vraiment éteintes, là, les cendres, elles nourrissent le sol, ça devient de l'engrais. Et des cendres peuvent, on dit dans le texte, tu vois, il y a des nouvelles germes qui peuvent venir, qui peuvent éclore, des nouvelles graines. Mais du coup, voilà, il y a d'abord l'urgence à traiter pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. Le travail de médiation, pour moi, cette commission, elle pourrait donc être déclinée avec des ateliers itinérants et donc des facilitateurs, des médiateurs. Toute la société civile doit être représentée. Il y a un tissu associatif exceptionnel. Oui. En fait, là où je vais me permettre de ne pas être d'accord avec toi tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu vois, en mars, on a lancé, moi j'ai contribué à quelque chose, le gouvernement avait lancé un monde meilleur. C'est un projet d'entrepreneuriat social et solidaire. En fait, c'était un appel à manifestation d'intérêt. Ils pensaient avoir maximum 50 projets. Il y en a eu 250 de tout le pays. Des îles du Nord, partout. Et en fait, ils étaient totalement surpris de voir qu'il y avait autant de créativité, d'élan entrepreneurial. Et en fait, c'est un truc qui manque énormément au pays aujourd'hui, l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Moi, j'étais formateur, coach pendant 10 ans dans les incubateurs d'entrepreneuriat. Il nous manque ça au pays. Mais en 6 mois, d'accompagnement à l'entrepreneuriat avec les meilleures méthodes d'entrepreneuriat qui sont le design thinking, le prototypage, le lean startup, toutes ces méthodes-là qui nous viennent des États-Unis, on peut créer de la richesse et donc booster son autonomie et répondre à des problèmes. En plus, si c'est de l'entrepreneuriat à impact, ça veut dire qu'on va avoir une base économique, mais on va aussi résoudre un problème social ou environnemental. Et donc, en fait, moi je pense qu'il y a toute cette richesse qui attend l'espace pour sortir et qui attend aussi d'être formé. On n'a pas assez d'enseignement sur des compétences de créativité, d'entrepreneuriat et de médiation au pays pour moi. C'est quoi l'entrepreneuriat social? Parce que c'est finalement quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Écoute, pour moi, l'entrepreneuriat... ou un impact, c'est la même chose. Ouais. On peut l'appeler entrepreneuriat impact, social et solidaire, on peut l'appeler entrepreneuriat du changement. En fait, c'est... C'est un truc de communiste mal rasé ou c'est... Ouais, merci. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Pour être sûr. C'est-à-dire qu'il y a une part en nous, on va dire, qui est un peu matérialiste. On est d'accord ? Mais il y a une part de nous, en fait, qui veut prendre soin des autres et prendre soin de la planète. Parce qu'on a bien compris qu'on est dans un écosystème et que si on détruit notre écosystème dans lequel on vit, en fait, c'est pas bon, quoi. Donc il y a une part de nous qui est aussi altruiste. Et l'entrepreneuriat à impact, c'est celui qui fait la synthèse entre le pur profit d'un côté, les entreprises qui veulent que faire du profit, elles n'en ont rien à faire de l'impact sur l'environnement ou sur les gens, et les associations qui sont, elles, qui veulent faire que de l'impact, mais par contre qui n'ont pas du tout de base économique. Tu vois ? Donc le problème des associations, c'est qu'elles dépendent des dons. Oui. Donc elles ont un impact très petit. Et le problème des entreprises qui veulent que maximiser leurs profits, c'est qu'elles ont tendance malheureusement à avoir un impact très négatif, soit sur les gens avec des burn-out ou des mauvaises conditions de travail ou des salaires qui ne sont pas assez élevés, ou sur l'environnement avec de la pollution et d'autres choses comme ça. Alors que tout ce qui est entre, ça peut être de l'entrepreneuriat à impact. C'est-à-dire en fait se dire, je vais avoir un moteur économique, donc je vais vendre quelque chose, un produit, mais je vais produire ça de manière responsable
en prenant soin de la planète et des conditions de travail des personnes, et je vais conscientiser l'impact que ça va avoir sur la planète. Par exemple, il y a plein d'exemples de ça dans le monde. Un des exemples, c'est la microfinance. Au pays, c'est l'ADI qui fait ça. Ah oui, oui. Voilà. Ça a été inventé quand j'ai fait mon premier stage là, avec Mohamed Younous, le prix Nobel de la paix. Lui, il avait compris qu'avec le modèle classique, les banques, elles n'allaient jamais prêter à des personnes qui sont insolvables. À des personnes pauvres, on ne va pas leur prêter de l'argent parce qu'elles ne vont pas nous rendre. Et lui, il a eu cette idée incroyable, ça a été de dire on va prêter en fait à toute la communauté, tout le village. Du coup, parce qu'ils ont cette richesse-là, en fait, cette richesse sociale. Et à partir de ce moment-là, chacun a pu acheter des outils, cultiver la terre, aller au marché et sortir de la pauvreté. Et bien, cette réflexion-là, tu vois bien que ce n'était pas que économique. C'est-à-dire, je vais entreprendre quelque chose, je vais aussi gagner de l'argent, je vais aussi avoir ma propre rémunération, mais le problème auquel je réponds, il est aussi social. Là, c'était la pauvreté et l'accès à ce financement pour ces personnes-là. Donc c'est conjuguer un peu économie et vivre ensemble, et mieux vivre ensemble. C'est conjugué, c'est exactement ça. Et ça, je pense que c'est 1000 fois plus proche de notre vraie nature. Et donc, si on veut construire un nouveau système, en fait, pourquoi pas le construire de manière plus proche de nous, plus proche de notre nature, c'est-à-dire équilibré. Pas que pour le profit, pas que associatif, quelque chose qui soit équilibré. Et je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a quand même quelque chose qui est assez exceptionnel et qui, moi, m'a marqué depuis que je suis tout petit. C'est pour ça que j'ai énormément de gratitude en fait, pour ce pays. C'est que quand tu vis à la tribu ou quand tu vis à la ville, c'est quand même pas la même réalité, quoi. Ah non. Et quand j'étais petit, j'étais là en mode mais c'est pas possible. Au même endroit, au même moment, il y a deux réalités totalement différentes qui coexistent. D'un côté, voilà, la démocratie, le capitalisme, aussi l'individualisme quand même, hein, et de l'autre, des traditions ancestrales, un autre rapport à la nature, un autre rapport au spirituel aussi, mais aussi le collectivisme. Pas le même rapport à la propriété privée aussi. Et donc je me suis dit, waouh, en fait, la société, c'est une construction. Et j'ai capté ça quand j'étais petit parce que j'ai grandi là, tu vois. Et si c'est une construction, ça veut dire qu'on peut l'améliorer. Et donc, c'est ça que moi que j'ai envie de faire. Et l'entrepreneuriat du changement, c'est ça. C'est comment on contribue à l'améliorer, pas juste en attendant que les politiques changent tout, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Ils peuvent pas tout faire. Et en fait, quand tu comprends que c'est une construction, tu comprends que c'est toi qui l'as construit. En fait, tous les choix que je fais, que tu fais, que nous faisons tous, à chaque moment, ça construit. Et ça nous construit en retour. Si je construis une société qui est divisée, je serai divisé à l'intérieur de moi-même aussi. Je vais recréer de la tension. Mes relations sociales seront conditionnées par cette division. Si je recrée, je construis avec quelque chose qui est comment dire, dans le lien, ensemble, en incluant tout le monde, c'est aussi ce que je vais ressentir à l'intérieur de moi et mes relations seront aussi soutenues par ça. Donc finalement, pour moi, le problème souvent, c'est que le changement, qui est le frein au changement, c'est nous-mêmes, par nos peurs. On sait ce qu'on quitte. On ne sait pas vers où on va. Et au pays, il y a beaucoup de ça. Ça sera quoi l'avenir ? Et comme on a peur de là où on va, en fait, on est crispé, quoi. Moi, je me rappelle cette image de ma grand-mère, tu vois, elle me disait si tu as ta main qui est comme ça, qui est fermée, ben, en fait, tu peux rien recevoir. Si tu es accroché comme ça, au bord de la rivière, tu ne peux pas traverser. En fait, il faut lâcher. Mais ça, on a peur de lâcher, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, tu vois. Mais tant que j'ai peur de lâcher, je ne peux pas recevoir à nouveau. Il n'y a pas de nouvelle ouverture. Et je ne peux pas nager pour aller de l'autre côté de la rivière. Et du coup, ça se travaille aussi par le travail de connaissance de soi, de psychologie, de communication non violente dont je te parlais tout à l'heure. Donc en fait, c'est les deux ensemble. C'est comprendre vers quoi j'ai envie d'aller moi individuellement, et collectivement vers où on a envie d'aller. Et c'est ces espaces-là où on s'écoute les uns les autres dans nos émotions, dans nos besoins profonds, dans nos élans de vie aussi, hein, dans ce qui nous met en joie. Il y a beaucoup de joie au pays aussi. Oui. Il y a beaucoup de joie qui nous permettent de trouver notre boussole vers quoi on veut aller, quoi. Mais la résistance au changement, je n'ai pas voulu te couper la parole, mais bon, déjà, là, il y a semble-t-il beaucoup de gens qui veulent que ça change. Sinon, ce serait resté, comment dire, un coup de silex ou une tentative de déstabilisation politique. Ça n'aurait pas pris l'ampleur que ça a prise. Parce que moi, de plus en plus, j'hésite pas trop à parler de révolte sociale ou populaire, parce que
de ce que j'en ai vu sur le terrain, on n'a pas eu affaire à des fous furieux, mais à une véritable crise sociale, conséquence des inégalités hurlantes qu'il existe au pays. Donc des fois, moi j'ai l'impression que la résistance, et même quand on parle de, quand j'ai, je sais pas, les Tonia qui viennent témoigner dans l'émission et qui me parlent de système colonial encore en place, dans ce qu'ils disent, je comprends que ce qu'ils dénoncent, c'est l'entretien d'inégalités qui sont l'héritage d'un système colonial entre communautés. Et on parle de résistance au changement. Moi, des fois, j'avoue, je pense que la crise a été politique, mais que le fond de tout ça, voilà, c'est quand même, il y a quand même beaucoup d'économies là-dedans à prendre en compte. Et du coup, la question que je me pose et qui a tendance des fois à me décourager, c'est qu'on aura beau faire tous les ateliers qu'on veut, c'est ce que je veux dire, on aura beau se pardonner les uns les autres, malgré, etc. Le système oligopolistique qui profite à 5% de la population, qui s'en mettent plein ras la gueule, les poches, la vraie résistance, le vrai verrou à faire sauter, il est quand même là. Comment est-ce qu'on le fait sauter, ça? Ou est-ce que c'est... Parce que pour moi, la résistance au changement, elle est aussi là, quoi. Ouais, là, tu parles du poids du système actuel. Ouais. L'entrepreneuriat, du coup, c'est le fait de créer. Créer, dès qu'on t'apprend à créer, et encore une fois, aujourd'hui, il n'y a pas de vrai accompagnement à l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. Et en 6 mois, même si tu n'as pas fait d'études, tu peux créer. Tu apprends à créer sur un projet déjà. Dès que tu crées ton autonomie. Et tu changes l'équilibre, parce que tu proposes autre chose. Parce que finalement, l'économie, c'est quoi? C'est l'offre et la demande. Hein. Ouais. Et donc, quand tu dis oligopole, ça veut dire finalement, il y a peu d'offres. C'est toujours les mêmes qui offrent finalement. Donc, on a besoin de mettre plus de concurrence. Hein, les prix sont trop élevés parce qu'il n'y a pas assez de concurrence. Ou parce qu'il y a trop de protectionnisme. Hein, et du coup, on importe tout. Ou alors, on protège énormément, en fait. On apporte tout avec des tarifs très élevés, donc il n'y a pas de libre-échange. Et puis, sur le terrain, on protège énormément ceux qui sont là. Mais dès que tu fais l'entrepreneuriat, tu vas challenger ce système-là, en fait. Donc pour moi, l'éducation, l'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est une première réponse. Parce que ça sera d'autres choses qui seront proposées par d'autres personnes et tu rééquilibres. Après, je pense qu'il y a des réformes vraiment économiques qui sont évidentes. Aujourd'hui, le protectionnisme qu'on a, il est trop fort. Alors, en plus, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité de la concurrence qui est en train de diagnostiquer tout ça au pays. On a besoin d'une politique industrielle au pays qui va venir développer des filières en les protégeant, mais à chaque fois, il faut mesurer. Est-ce que ça redistribue les richesses? Est-ce que les gens vivent mieux? Est-ce que finalement la qualité de vie, elle augmente pour tout le monde? Tant qu'on est dans un système qui reste inégal, en fait, on attise les tensions et ça ne profite pas à tout le monde. Et au final, on arrive à effectivement potentiellement des émeutes et de la violence. Donc il y a des verrous en fait dans l'économie actuelle qui n'ont plus lieu d'être. Effectivement, moi ça me paraît incroyable que le billet d'avion soit aussi cher alors qu'il est 2 fois moins cher en Polynésie. Ça me paraît incroyable que tu aies encore un Internet qui soit aussi élevé. C'est pas possible parce que quand tu es dans sur une île, quand tu as une économie qui est insulaire, tu as besoin de pouvoir exporter parce que du coup ton marché sera plus grand et pour ça tu as besoin des nouvelles technologies. Si Internet coûte trop cher, tu ne peux pas créer des nouveaux services en ligne. Donc, en fait, il y a des réformes qui sont essentielles, fondamentales, mais qui sont aussi évidentes. Je ne sais pas exactement pourquoi on ne les a pas déjà faites, mais j'aimerais dire à ceux qui ont peur encore du changement et qui sont peut-être... c'est qu'il y a assez pour tout le monde, en fait. Il y a assez pour tout le monde. Mais il faut quitter l'idée que aussi l'économie va se reposer sur le nickel. Ça, c'est une chimère. C'est une chimère. En fait, le premier principe en économie, c'est la diversification. On ne peut pas rester juste sur une mono-économie avec un monosecteur, du coup, qui là, en plus, est en énorme difficulté. Claqué au sol. Totalement, et qui ne permet pas, en fait, de répondre à ces promesses de redistribution. Ce n'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Donc l'indépendance financée par le nickel, ce n'est pas quelque chose de viable? Non. La Nouvelle-Calédonie financée par le nickel. Indépendance ou pas. Ouais, c'est pas quelque chose. C'est juste. En fait, il n'y a aucun économiste qui te dira qu'une économie monosecteur tient la route. Et le but, en fait, enfin pas le but, mais comment dire, sur le plan économique, ce qu'on a besoin de faire, les études du développement montrent ça, c'est qu'on a besoin de produire des choses qui ont plus de valeur sur le territoire.
mais on a une nature qui est exceptionnelle. On a un mélange de cultures en Océanie qui est unique. On a une jeunesse qui a une créativité de dingue. Il y a énormément de choses en fait à développer au pays. Encore une fois, il manque beaucoup l'accompagnement à ça, avec les meilleures méthodes. Mais moi, pour l'avoir fait là, pendant 10 ans dans différents pays, en particulier en métropole, vraiment, hein, j'ai vu des gens qui partaient de rien du tout et qui ont réussi à créer des choses incroyables, juste avec un peu de méthodologie. Donc moi, je crois énormément en ça parce que je l'ai vécu. C'est pas, là, je ne te dis pas des choses que je pense être bien, c'est des choses que j'ai éprouvées, expérimentées. Ok, donc refaire du nous en se reparlant pour se soigner, apprendre à lâcher prise et à accepter le changement, refaire du nous d'un point de vue économique. Avec un peu tout ce qu'on vient d'évoquer, ce serait quoi le diagnostic, en résumé, diagnostic, méthode, méthodologie by Régis Pradal, pour que dans les 6 mois qui viennent, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on organise les choses pour qu'à mi-2025, on parte sur de nouveaux logiciels et de nouvelles perspectives? Comment est-ce qu'on construit un New Cal Dream 2050 maintenant? Ça va, toi, tu as des questions faciles. Ouais, c'est le challenge un peu. En fait, je vais te répondre en disant que déjà, cette question-là, il faut la poser à chaque Calédonien, en fait. C'est ça la responsabilisation. C'est ça la contribution ensemble. Moi, je n'ai pas toutes les solutions. Hein. J'en ai peut-être même pas grand-chose. Enfin, ce que je peux apporter, par contre, c'est effectivement de la méthode et une certaine expérience. Mais chacun, en fait, on va apporter sa méthode, son expérience. De mon humble avis, la création d'une commission spéciale, quelque chose d'historique, hein, et vraiment pour tout le monde. Cette commission spéciale pour la réconciliation et la reconstruction, ça serait fabuleux de faire ça. Ce que je pense, c'est que cette commission, elle va devoir bosser, travailler ensemble. Toutes les communautés représentées, la jeunesse, les sages, tout le tissu, toutes les forces vives du pays, toute la société civile, avec des vrais espaces, avec des experts de méthodologie. Et donc ça, c'est quoi ces experts-là? C'est des médiateurs, c'est des facilitateurs, c'est des thérapeutes aussi, hein, parce qu'on va avoir besoin de travailler sur des blessures. Et puis, c'est des entrepreneurs et des coachs. Et donc, 2 axes. Premier axe, donc cette commission, elle serait intergénérationnelle. Ouais. Les sages, les jeunes. C'est ça. Multiculturelle. Toutes les communautés représentées. Bien sûr. Et toute la richesse de faire ensemble, avec les cultures ensemble. Pas juste une méthode qu'on plaque, quelque chose qu'on co-construit. Elle serait permanente et itinérante. C'est-à-dire quelque chose qu'on va laisser ouvert. On ne va pas juste faire une réunion puis on ferme. Non, on laisse ouvert aussi longtemps que possible, peut-être du coup jusqu'aux élections. Et itinérante, ça veut dire qu'on va aller dans tous les villages, toutes les villes, toutes les tribus pour aller créer ces espaces-là. Et proposer à tous ceux qui veulent se remettre autour de la table de construire, de proposer, de faire ensemble. Toujours avec cette méthodologie de médiation, c'est-à-dire un cadre de sécurité dans lequel tout le monde se sent de dialoguer et de créer. Hein. Pour ça, il faut quand même se sentir en sécurité, quoi. Donc, on fait ça et on travaille sur 2 axes. Tous les endroits où on a besoin de se réconcilier, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait sur la mémoire, sur l'écoute, sur le pardon. Il y a des liens à retisser qui sont vraiment en lien avec la réconciliation. Et puis, il y a un deuxième axe, c'est celui de la reconstruction. Dans la reconstruction, je pense qu'il y a donc ce travail avec ces ateliers d'intelligence collective, de démocratie participative finalement des citoyens, sur comment ils envisagent le nouveau modèle économique, comment ils envisagent le nouveau modèle politique, les institutions, comment ils veulent vivre dans leur collectivité, dans leur commune, à la tribu, à la ville, comment ils veulent vivre ensemble. De quoi ils ont besoin pour ça? De quoi ils ont besoin? Parce qu'ici, ils ont peur, c'est qu'il y a des besoins derrière, encore une fois. Hein. S'ils ont envie, c'est parce qu'il y a des besoins derrière aussi. Donc, ils ont besoin d'apprendre quoi? Est-ce qu'on a envie d'apprendre l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on a envie d'apprendre à faire autrement? Quelles sont les formations qu'on veut, en fait, proposer? Et une feuille de route pour dire, OK, on a une date limite, on va faire remonter toutes ces propositions, les synthétiser, peut-être avoir un site sur lequel on peut tous voter autour de ces propositions-là. Ça, c'est super intéressant. Pardon. Non, parce qu'on n'a pas tous le même rapport au parler en public ou à la parole dans chacune de nos communautés, pour des raisons évidentes.
Et effectivement, pardon de t'avoir coupé, mais je trouve ça hyper intéressant de mettre Internet au service de ça, justement, Ah, de la bien sûr. contribution citoyenne, et que les gens, ne serait-ce que, voilà, puissent, de façon anonyme ou pas anonyme, mais justement, parce que tout le monde n'ose pas tout dire, quoi, et des fois, on a l'impression que chacun est tenu aux chevilles par sa propre communauté économique, ethnique, enfin toute forme de communauté possible, quoi. On a l'impression qu'on est de plus en plus sclérosé en petits groupes comme ça. Et effectivement, je sais que on sait que dans certaines communautés, certains prennent plus difficilement la parole qu'ailleurs, quoi. Et Totalement. effectivement, ce serait intéressant. C'est Ok, ça. ouais. Absolument. Et puis je pense qu'il y a une part en fait qui serait ouverte à la co-création, c'est-à-dire ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que les différentes aires vont pouvoir en penser, qu'est-ce que les coutumiers peuvent en penser, qu'est-ce que les différentes communautés wallisiennes, futuniennes, javanaises peuvent en penser. Donc chacun va aussi apporter sa proposition pour la méthodologie aussi. Et pardon, qui pourrait piloter tout ça pour garantir à tout le monde, quel collège de personnes pourrait piloter tout ça pour garantir à tout le monde que c'est pas une espèce de machin noyauté par qui l'État, qui la province truc, enfin tu vois, Ouais. que les politiques soient impliqués mais qu'ils soient tenus aussi à bonne distance parce qu'on sait ce qui se passe bientôt comme échéance et que ce truc-là existe et soit vraiment le reflet multi-population, enfin de la part de tout le monde, quoi, pour être à peu près sûr que voilà, Ouais. pas de noyauté. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? totalement. Comme cette commission, pour moi, elle doit être à tous les étages aussi. Donc, elle doit être apolitique. Ouais, voilà. C'est-à-dire que euh, pourquoi les accords de paix sont possibles, c'est parce que tu as une personne qui joue le rôle neutre de médiateur, de négociateur, de facilitateur. Et donc, cette commission, c'est ce rôle-là qu'elle joue au sein du pays, pour tout que la population puisse accoucher de quelque chose de totalement nouveau. Et donc, pour moi, ça pourrait être, par exemple, soit c'est quelque chose qui est un peu séparé, un peu unique, qui existe un petit peu. Alors c'est apolitique, donc ça doit être un copilotage de la société civile. Soit ça existe un petit peu séparément des institutions actuelles, soit au contraire, peut-être ça pourrait être au Congrès, sous l'égide en fait de la représentation de tout le monde, c'est-à-dire pas lié à un parti ou à un autre, mais Donc en sous le fait à tous contrôle nos des élus. conseillers de la Nouvelle-Calédonie dans leur entier, quoi. C'est ça. Ok. Donc finalement, c'est un rassemblement du peuple. Donc Oui, ça bien se sûr, rapproche du Congrès. de Ouais. base, oui, c'est ça. Oui. Ça se Donc, rapproche du Congrès. Ça ok, pourrait être une commission du Congrès. d'accord. Très bonne idée. On a parlé de plein de choses très intéressantes, donc déjà, merci. Merci à toi. De méthodes de travail, de médiation, de thérapie aussi, hein, de se parler pour se guérir, de repenser l'économie, d'encourager et d'accompagner coûte que coûte les jeunes entrepreneurs parce que c'est vrai, chez les moins de 40 ans et dans toutes les communautés, il y a plein de jeunes qui crèvent d'envie de créer des choses et des fois on les sent par éducation ou par culture un peu hésitants ou se disant que le premier pas à faire pour les 1000 km qui les attendent, ils n'osent pas ou ne savent pas par où commencer. Et c'est vrai que c'est dramatique parce qu'on sent même des fois chez certains, ouais, bah, laissons-les un peu galérer, pendant ce temps-là, nous on prospère parce qu'on sait déjà faire. Enfin, donc ouais, ce serait vraiment passionnant de voir un peu toute cette force entrepreneuriale respirer. Et donc du coup, tu as lancé plein de pistes qui, à mon avis, doivent être creusées. Il restera, après tout ça, malgré tout, quelque chose qui restera compliqué à déverrouiller, qui s'appelle l'identité. Et c'est là, franchement, c'est pas à toi que je vais me demander de résoudre le truc parce Merci. que je sais déjà Olé, d'avance que olé. tu vas me dire ah, là, on va devoir Olé. s'y mettre à plusieurs pour répondre parce que, en revanche, c'est la question maintenant que j'aime poser en fin d'émission. Toi qui as grandi en Nouvelle-Calédonie mais qui n'y es pas depuis donc X générations, est-ce que tu pourrais, en conclusion de l'émission, nous définir ton identité calédonienne? Moi, Régis, 37 ans, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, et derrière, ça donnerait quoi? Pour moi, mon identité calédonienne, c'est le fait que j'aime ce pays en fait. J'aime profondément cette terre et ses habitants, tous ses habitants. Alors on est une famille qui se dispute, mais comme beaucoup de familles, on est quand même famille en fait. Et voilà, moi je crois que je dirais l'amour que j'ai pour cette terre et ses habitants me
m'a construit. Je crois que c'est une co-construction qui est un petit peu évolutive, qui est toujours en mouvement, en chemin. Il y a une part de moi qui se sent, comment dire, j'ai grandi en océanité en fait. Il y a une part de ma psyché, de ma culture qui est de l'Océanie. Et on a une mosaïque au pays qui est exceptionnelle, avec la culture kanak, la culture polynésienne, wallisienne, futunienne, javanaise, vietnamienne, il y en a tellement, française bien sûr, caldoche, qui est encore sa particulière. Il y a une richesse qui a tissé quelque chose d'unique, qui est encore en train d'être co-construit et d'évoluer, et que je peux juste synthétiser par une forme d'amour que je crois seulement les gens qui ont vécu ça, qui ont vécu là-bas peuvent comprendre. Régis Pradal, merci beaucoup. Merci à toi, Politi. Olé. Pour soutenir l'émission Témoignages, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux. Pour retrouver le replay de toutes nos interviews, nous proposer vos sujets et vos questions, rendez-vous sur le site www.itv.nc.